What's up? What's up? Bonjour à tous, la capsule d'aujourd'hui va être dédiée à la deuxième partie sur le cahier sur l'essor urbain. Mais avant de commencer la matière, souvenez-vous qu'à la dernière capsule, j'avais demandé de faire la ligne du temps. Donc, je vais vous montrer le corriger et je vais justement vous donner des informations par rapport à ça pour que vous puissiez bien comprendre comment on a pu construire la ligne du temps parce que je pense qu'il y en a certains qui ont eu certaines difficultés. On va regarder ça ensemble. Bon, quand on observe la ligne du temps suivante, on se rend compte que vous avez 5 éléments identifiés. Donc la période du Moyen Âge, l'apparition des nouvelles techniques agricoles en Europe, le début de l'urbanisation en Europe, le développement du grand commerce en Europe et le début de la famine, période de famine, de guerre et d'épidémie en Europe. Donc vous avez une, deux, trois périodes à identifier, vous avez deux événements à mettre. Évidemment, vous devez toujours placer l'an 1 et la période actuelle. Souvenez-vous qu'à chaque fois qu'on commence une ligne du temps, vous devez calculer la quantité de centimètres utilisables. Donc ici, on en avait 20, donc le dernier centimètre utilisable avant la flèche. Ceux qui ont essayé de faire justement la date la plus récente moins la date la plus vieille, vous vous êtes sûrement rendu compte que ça allait être difficile d'avoir une échelle pertinente avec si peu d'années. Et vous êtes sûrement rendu compte aussi qu'il y a une section majoritaire où vous n'avez absolument rien à mettre. Donc, évidemment, c'est la section entre l'an 1 et l'année 476. Donc, il y avait une coupure à faire ici si vous vouliez avoir la meilleure échelle possible. Donc, entre l'an 1 et 476, au début, vous pouvez voir que moi, j'ai mis une coupure. Et ensuite, c'était quand même relativement facile. Vous preniez la date la plus récente, la date la plus vieille, et vous la divisiez par le nombre de centimètres utilisables qui vous restait. Il vous en restait 18 centimètres après avoir fait votre coupure. Donc, ça donnait approximativement 50 ans. Donc, 1 centimètre égale 50 ans. Donc, votre deuxième centimètre officiellement donc, pouvait commencer à l'an 500 et votre dernier allait finir à l'an 1400. Donc, ça, c'était vraiment pour l'utilisation de votre échelle. Ensuite, pour le reste, vu qu'il y a beaucoup de périodes, vous pouvez sans doute voir que j'ai mis des codes couleurs pour les périodes, parce que sinon ça devient mélangeant, surtout que le Moyen Âge, c'est très long, et il y a deux périodes qui se déroulent dans le Moyen Âge sur la ligne du temps, donc ça pouvait devenir confus. Donc, Moyen Âge, j'ai mis mes lignes rouges, urbanisation de l'Europe bleue, et la période de famine, guerre, épidémie en jaune. N'oubliez pas de mettre les dates importantes en haut. On met la période actuelle au-dessus de la flèche. L'an 1, évidemment, en haut aussi également. On écrit l'échelle en bas à gauche, en bas à droite, ça a un peu d'importance. Et n'oubliez pas de mettre vos événements en dessous. Donc, on est rendu à la page 11. Ça va être assez rapide, vous allez voir. Donc, quand associer chacun des énoncés aux instruments de commerce qui s'y rapportent, donc on en a quatre à identifier. Certains entrepreneurs s'engagent par contrat moyennant une somme d'argent à rembourser les marchandises en cas de vol ou d'accident. C'est exactement le même concept qu'aujourd'hui. Donc, on parle des assurances. Donc, le premier va avec le troisième. Deuxième, il y en a plusieurs types. Il faut souvent les échanger. Donc, on parle ici de la monnaie. Donc, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs types de monnaie qu'il faut souvent échanger. Donc, le deuxième va avec le premier. Troisième, c'est un document par lequel un marchand d'un lieu confie à un intermédiaire la tâche de faire payer une somme convenue par une autre personne qui se trouve dans un autre endroit. Donc, si c'est l'ancêtre du chèque, on parle ici de la lettre de change. Si vous allez voir dans le vocabulaire, c'est la même chose. Finalement, le dernier, ce sont des personnes qui se regroupent pour partager les risques et rassemblent des fonds importants et investissent dans des entreprises sans y travailler directement. Donc, on parle ici donc du dernier, des compagnies et de la bourse. Numéro 4, donc on complète les phrases suivantes. Donc, les bourgs sont de grands villages qui servent de marché pour les villages environnants. Les habitants des bourgs sont des bourgeois, on l'avait déjà vu. Un bourg typique est composé de murailles pour le protéger et de tours pour surveiller les environs. Donc, vous ne voulez pas que votre bourg, le centre commercial de votre ville, de votre village, soit facilement attaquable. Il doit être défendable.
Finalement, les principales activités dans les bourgs sont l'artisanat et le commerce. Page 12, on y va en rafale. Donc, B. Quel groupe de la société médiévale voit son pouvoir diminuer avec la formation des bourgs? Donc, on parle ici des seigneurs. On va y revenir plus tard à pourquoi ils perdent du pouvoir. C. Quel groupe voit son pouvoir augmenter? Donc, quelle nouvelle classe sociale apparaît au Moyen Âge? On parle des bourgeois. Donc, c'est eux. D. On ne le fait pas. Donc, vous pouvez le barrer. E. Quelles activités ont lieu dans les bourgs? Donc, il y en a deux principalement. On va parler d'abord du commerce et ensuite, évidemment, on va parler de l'artisanat. Quoique les deux sont intimement liés. Donc, les gens vont créer leur matériel artisanal et vont ensuite souvent même le vendre sur place. Donc, c'est pratique de fabriquer son bien et de le vendre au même endroit. F, énumérer qu'est-ce qu'on peut retrouver dans un bourg. Bon, premièrement, on va parler un peu de comment le bourg est formé. Donc, évidemment, le bourg, à la base, c'est une ville qui est fortifiée. Donc, on va trouver des fortifications, donc des murs. On va retrouver des tours pour justement surveiller les environs. Il va y avoir des commerces, il va y avoir des gens sur place, il va y avoir des places publiques, il va y avoir des églises. Donc, on retrouve vraiment l'essentiel dans ce qu'on retrouve dans une ville médiévale de base. Donc, tout ce qu'on a besoin pour que ce soit prier, survivre, commercer. G. Que deviennent les bourgs qui croissent rapidement, donc qui prennent de l'expansion? Donc, le bourg va devenir communément ce qu'on appelle aujourd'hui une ville. H. Par quels moyens les habitants des bourgs réclament-ils leur indépendance vis-à-vis des seigneurs? Donc, on l'a vu dans le vocabulaire au début. Donc, les gens forment des associations et ils vont écrire leurs demandes dans des chartes, donc dans des documents où ils vont souvent payer une somme aux seigneurs pour se voir enlever certaines obligations seigneuriales, surtout par exemple les corvées. I. Donc, qu'est-ce qu'une charte? Donc, encercler la bonne réponse. Donc, qu'est-ce qu'une charte? Une association d'artisans qui réglemente les conditions de travail. 2. Une association de bourgeois qui réclament leur indépendance vis-à-vis des seigneurs. Ou 3. Un document par lequel un seigneur octroie, donc donne, des droits et des libertés à des bourgeois. Donc, ici, c'est le numéro 3. J. Quel est le rôle des chartes au Moyen Âge? Donc, on vient exactement de le dire. Donc, une charte, c'est quoi le rôle? C'est un document légal qui, quand il est signé par les deux parties, va justement donner des pouvoirs supplémentaires aux bourgeois ou lui enlever des responsabilités, encore une fois, souvent en donnant de l'argent aux seigneurs. Et habituellement, l'exemple qu'on revoit le plus souvent dans des éléments qu'on va vouloir enlever chez le bourgeois, donc on parle vraiment des corvées. Donc, les bourgeois ne veulent plus faire les corvées de base qui sont en lien avec justement le lien de vassalité avec leur seigneur. Ils ne veulent plus avoir à faire ça. Donc ils vont souvent payer pour ne plus avoir à le faire. K, qu'est-ce qu'une corporation? Donc, une corporation, c'est une association de travailleurs d'un même métier. Vous pouvez aller voir dans le vocabulaire, c'est la même définition. On passe maintenant à la page 13. Donc, I, nommer quelques corporations d'artisans au Moyen Âge. Il y en a vraiment des tonnes. On va nommer juste quelques-uns. C'est des métiers qu'on retrouve souvent encore aujourd'hui d'ailleurs. Donc, on va parler par exemple de boucher. On va parler de maçon, donc ceux qui travaillent dans le domaine du briquetage. Tisserand, donc le tissu. On se souvient qu'une corporation, c'est là pourquoi? C'est vraiment là pour quand on voit que vous êtes un artisan, donc qui fait partie d'une corporation, que vous avez une bannière devant votre commerce, que vous faites partie justement d'une guilde, d'une corporation, ça assure aux consommateurs un niveau de qualité minimum parce que vous allez avoir les mêmes critères de qualité, de construction, peu importe, que les autres personnes dans le même métier que vous qui font partie de la même corporation. Donc ça vient sécuriser un peu ici le consommateur. M. Lisez les énoncés suivants sur les caractéristiques des guildes et des corporations et encerclez la bonne réponse. Donc 1. La production artisanale et les échanges commerciaux ne sont pas encadrés ou réglementés ou sont encadrés et réglementés. Évidemment, ils sont encadrés et réglementés. 2. Les corporations et les guildes regroupent les travailleurs d'un même métier ou de plusieurs métiers. Comme je viens de le dire un peu avant, donc c'est les travailleurs d'un même métier. 3. Les corporations et les guildes établissent ou n'établissent pas des conditions d'accès au métier, ils en établissent. Donc, ce n'est pas n'importe qui peut devenir, par exemple, boucher ou maçon, faire partie d'une guilde. Donc, ça va prendre des formations pour ça.
Numéro 4, les corporations, les guildes punissent ou ne punissent pas les fraudeurs. Ils les punissent. Oh oui. 5. Les corporations et les guildes assurent ou n'assurent pas la défense de leurs artisans et de leurs marchands. Ils les défendent. Donc, ça a un peu le rôle également de syndicat, même si ça n'existait pas encore à l'époque. 6. Les salaires ne sont pas fixés ou sont fixés par les guildes et les corporations. Les salaires sont fixés. Donc, quand vous faites partie d'une guilde, vous ne pouvez pas vendre vos produits, par exemple, plus cher qu'une personne dans le même bourg qui fait également partie de la même corporation que vous dans le même métier. Donc, les prix se doivent d'être les mêmes. H maintenant, donc on va lire deux extraits d'un exemple de commune de l'époque, donc le point 3, point 5. Donc point 3. Et le peuple ne travaillera pas à creuser des fossés pour le Seigneur, ni par prière, ni pour de l'argent, ni par des menaces. Mais il sera prêt à les défendre par les armes à ses côtés. On va lire l'autre. 5. Les bourgeois de Saint-Quentin ne doivent à leur Seigneur aucune sorte d'aide. Ils ne se réunissent pas pour lever la taille. La taille, c'est une taxe seigneuriale à l'époque, donc c'est une taxe qu'on payait en l'échange des services de protection de notre Seigneur. Donc, ils ne se réunissent pas pour lever la taille. Mais si l'un d'eux, on parle des bourgeois ici, si l'un d'eux veut lui donner de son plein gré, comme le Seigneur le demande, il lui donnera selon son bon plaisir. Selon vous, qu'est-ce que ça veut dire, ça, ici? Ok, on va réanalyser le tout. On va relire le troisième. Et le peuple ne travaillera pas à creuser des fossés pour le Seigneur. Donc, ça veut dire que le peuple, les bourgeois, ne travaillera pas pour le Seigneur, ni par prière. Donc, même si c'est par exemple une demande du clergé, ou que c'est supposément la demande de Dieu, ni pour de l'argent. Donc, même si le Seigneur veut payer un bourgeois pour faire du travail pour lui, c'est non. Ni par menace. Donc, si on vous menace de peu importe, on vous menace de vous reprendre vos terres parce que vous ne respectez pas votre lien vassalique, on vous menace de mort, ou peu importe, non plus. Mais il sera prêt à les défendre par les armes à ses côtés. Donc, ça veut dire que on ne travaillera pas pour le Seigneur sous aucun prétexte. Mais si notre Seigneur est attaqué, on va remplir notre devoir vassalique, on va prendre les armes et on va aller l'aider. Donc, c'est ce que le troisième point veut dire ici. Le cinquième point, on va le relire. Donc, les bourgeois de Saint-Quentin ne doivent à leur Seigneur aucune sorte d'aide. Donc, si on se répète, on ne l'aide pas. Ils ne se réunissent pas pour lever la taille. Donc, on ne paie pas pour la défense. Mais si l'un d'eux veut lui donner de son plein gré, donc ça veut dire que si un bourgeois veut donner la taille, veut payer à son Seigneur quelque chose pour lui donner un coup de main, il peut le faire. Mais selon son plein gré, ça doit venir de lui, point. D'accord? Donc, si on va en 1, qu'est-ce que les bourgeois peuvent refuser au Seigneur? Ben, ici, si on analyse, ils peuvent refuser surtout, donc de faire des tâches pour le Seigneur. Donc, quand on parle de creuser des fossés, ici, ça fait partie de ce qu'on appelle Just do it! Yes, you can! les corvées. Donc, merci pour cette motivation. Donc, qu'est-ce que les bourgeois peuvent refuser au Seigneur? Donc, ils peuvent refuser en partie de faire leur corvée, mais ils peuvent également refuser de payer certaines taxes. Donc, comme on le voit dans le texte, donc exemple de la taille. Donc, c'est des taxes qui peuvent, avec le temps, refuser de payer sur un long terme. Numéro 2, nommer un avantage et un désavantage que les seigneurs tirent de cette entente. Bon, quel pourrait être un avantage pour les seigneurs? Ben, on l'a vu ici. Les bourgeois vont tranquillement avoir de moins en moins d'obligations envers leurs seigneurs. Mais pour avoir moins d'obligations, ils doivent les payer. Donc, on donne un dédommagement financier au seigneur en échange que, OK, donc, mais à partir de maintenant, je ne fais plus telle corvée pour toi. Et aussi, par exemple, je ne te paierai plus la taille. Mais en échange que je ne te paierai plus la taille sur une base régulière, je vais te donner ce gros montant d'argent-là et maintenant on est quitte. Donc, le Seigneur a des avantages financiers là-dedans. Par contre, son désavantage principal, c'est qu'à fur et à mesure que le Seigneur va accorder des privilèges supplémentaires aux bourgeois en échange d'argent, il va perdre un pouvoir sur le bourgeois. Et ça, c'est un désavantage majeur pour lui. On est rendu à la page 14a, donc on va compléter le texte ensemble. Donc, le développement du commerce et la formation d'une classe de bourgeois donc bouleverse l'ordre social du Moyen Âge.
En effet, les seigneurs ont de moins en moins de contrôle sur les habitants de leur domaine et ils perçoivent moins d'impôts. Certains bourgeois acquièrent une très grande richesse et un très grand pouvoir. Donc, souvenez-vous que plus on a de capital, plus on est riche, évidemment, plus on a de pouvoir. Ainsi, le pouvoir monétaire, donc le pouvoir de l'argent des bourgeois, prend le pas, donc devient plus important que le pouvoir militaire des seigneurs. B. Sur quoi est basé le pouvoir de certains bourgeois? On vient de le dire en partie, donc c'est sûr et certain que l'appropriation de capital et la richesse. Donc plus vous êtes riche en tant que bourgeois, plus vous allez avoir d'influence. Cet argent-là vous amène un pouvoir. Également l'hérédité. Donc si vous avez bien beau être un enfant de bourgeois, mais bourgeois, disons, de classe peut-être plus modeste, vous n'aurez pas nécessairement un grand pouvoir. Mais si vous venez d'une grande famille de bourgeois extrêmement riches, évidemment que de génération en génération, ce pouvoir-là et cette richesse-là va probablement se poursuivre. Donc, C, quelles sont les principales conséquences économiques du commerce au Moyen Âge? Vous allez sûrement trouver que je me radote un petit peu, En effet. mais le fait qu'on ait l'émergence d'une nouvelle classe sociale, ça vient vraiment bouleverser l'ordre social à l'époque. Donc, des gens qui ne sont pas nécessairement d'origine noble, donc il n'y a pas de lien de noblesse, que ce soit avec la royauté, avec un lien par exemple de noblesse comme un comte, un duc, qui sont capables de s'approprier une grande richesse. Donc, c'est des gens qui, pas tous évidemment, mais certains sont capables d'accumuler une grande richesse et même voire parfois de dépasser celle de la noblesse. C'est quelque chose de nouveau, on n'avait pas vu ça avant. Et par le fait même, autant que les bourgeois s'enrichissent, les seigneurs perdent du pouvoir. Donc on voit ici une espèce de débalancement au niveau du pouvoir. Au départ, on sait que le pouvoir vient de l'appropriation de la terre et vient aussi de votre titre. Alors que maintenant, ça change un petit peu. On voit que plus vous êtes riche, même si vous n'avez pas nécessairement de titre de noblesse, vous avez une accumulation, vous avez un pouvoir qui se développe, alors que ce n'était pas le cas du tout avant. D. Donc, pourquoi les bourgeois sont-ils des personnages importants dans les villes au Moyen Âge? Vous savez, là, je le dis depuis le début de la capsule, donc un bourgeois, c'est riche. Évidemment, ils n'ont pas tous le même niveau de richesse, mais globalement, le bourgeois est relativement aisé. Et cet argent-là, ce capital-là, vous apporte un certain pouvoir. Donc, par défaut, le bourgeois va avoir une influence dans le bourg, dans la ville. Et qui plus est, il vient des moments aussi où les seigneurs vont avoir besoin d'argent. Ils vont même aller emprunter de l'argent à certains bourgeois. Et parfois même pas juste des seigneurs, parfois même des rois vont avoir à emprunter de l'argent. Donc quand c'est rendu que vous êtes roi et que vous empruntez de l'argent à un bourgeois, évidemment que ça lui donne un pouvoir sur vous, là. On est rendu à page 14E, donc ce numéro-là, on ne le fait pas. Page 15F, malheureusement, vous n'avez pas le manuel pour pouvoir lire la page 254, donc on va faire le numéro légèrement différent. Donc on va tout simplement décrire la hiérarchie sociale au Moyen Âge et surtout au niveau de l'administration des villes. Donc malheureusement, comme je disais tantôt, le pouvoir amène l'argent. Donc selon vous, qui contrôle les villes? I don't know. Bien, ça va être ceux qui vont avoir de l'argent. Donc, ça va être ceux qui vont être les plus riches. Donc, on va penser par exemple à l'échevin. Donc, l'échevin qui contrôle le bourg, donc un peu comme l'ancêtre du maire, ça va être une des personnes les plus riches. Sinon, ensuite, dans la hiérarchie sociale, qui va avoir du pouvoir dans les villes, pouvoir décisionnel, bien, ça va être les bourgeois qui sont moins riches. Donc, on va vraiment avoir une hiérarchie sociale basée sur le capital, sur la richesse. Deux, d'où vient le pouvoir de ceux qui occupent le haut de la hiérarchie? Bien évidemment, il vient de leur richesse, qu'on vient de le dire, mais évidemment, il va venir aussi de leur hérédité, donc de père en fils. Toujours à la page 15G, on va compléter la pyramide suivante. Donc dans le haut, vous allez avoir roi seigneur. Au milieu, vous allez avoir donc les nobles, les bourgeois, les riches, les marchands, les banquiers, les artisans, le clergé. Et finalement, dans le bas de la pyramide, donc, vous allez avoir la plus grande proportion de population qui est le peuple. Donc, on va parler des ouvriers, des artisans, les marchands, les paysans, les mendiants également. Donc les mendiants, on va parler un peu comme des itinérants de l'époque.
En ce qui concerne la page 16 et la page 17A, ça va aller mieux pour vous si je vous montre cette image-là pour que vous puissiez comparer en même temps que j'explique. Donc 17A, observez les cartes des réseaux commerciaux, donc document 1 et 2 et le tableau des produits du grand commerce. Comparez le réseau commercial de l'Empire romain au deuxième siècle avec le réseau commercial européen vers la fin du Moyen Âge. Bon, euh, on constate qu'on utilise les anciennes voies romaines pour faire le commerce et on en construit davantage pour relier le nord et le sud de l'Europe occidentale. Par le fait même, on retrouve une multiplication des bourgs, donc plus de villes, de foires le long des routes. Le réseau commercial se développe donc rapidement. Les échanges commerciaux ou économiques ne se font plus au-delà de l'Orient puisque les Turcs ottomans, donc les musulmans de l'époque, dominent cette partie du territoire. Donc on voit entre le moment de l'Empire romain et l'essor urbain pendant le Moyen Âge. Donc, on voit vraiment une énorme multiplication des villes et des voies commerciales versus l'époque de l'Empire romain. Donc, toujours à la page 17B, donc comparez votre schéma page 15 avec celui que vous avez ici. Et qu'est-ce qu'on peut constater en le regardant? Ben, c'est simple, si vous regardez au milieu ici, on voit que la pyramide sociale, donc avant l'essor urbain, vous avez au milieu la noblesse et le clergé, alors que si on regarde celui de la page 15, ben, vous pouvez remarquer que la bourgeoisie apparaît à ce moment-là, donc au milieu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bourgeoisie, c'est une nouvelle classe sociale qui apparaît à l'époque de l'essor urbain, mais elle n'est pas au niveau paysan, donc elle est au milieu environ, donc elle est au même niveau de pouvoir, entre guillemets, que la noblesse et le clergé, en raison justement de leur capacité financière, de leur accumulation de capital, de leur richesse. Dernière question, donc toujours à la page 17i, donc quelles sont les principales raisons qui ont amené des changements au sein de la hiérarchie sociale du Moyen Âge? Je vous laisse la faire. Donc, c'est un peu un devoir. J'espère que j'ai donné suffisamment d'informations, surtout sur l'ascension d'une nouvelle classe sociale qu'on appelle la bourgeoisie, pour que vous soyez capable de vous formuler votre propre réponse. Je pourrais vous donner la mienne, évidemment, quand on va se rencontrer, donc jeudi prochain en après-midi à partir d'une heure, donc jeudi le 14 mai, de 1h à 3h. Donc, je vais être en direct sur Teams. Donc, tous ceux qui veulent justement venir se joindre à nous pour avoir la réponse à cette question-là et également partager absolument tout et rien par rapport au chapitre de l'essor urbain, si vous avez des questions, peu importe, vous voulez davantage d'informations, ça me fait plaisir de vous donner tout ça en 2 heures. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié et à la prochaine. Bye, have a great time.